Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de votre émission sur les villes et l'architecture à Taïwan. Et aujourd'hui, c'est l'heure d'une petite revue de presse. On va parler de plusieurs choses, on va parler de plusieurs annonces d'architecture qui ont été réalisées, notamment une signature d'un musée par Kengo Kuma, un archistar japonais. On a aussi MVRDV, une entreprise néerlandaise, un cabinet d'architecture, qui a dévoilé des plans pour un nouveau marché à Taïwan. Et puis, on va parler d'un record assez exceptionnel d'un couple qui a fait le plus grand nombre de bubble tea. Vous savez, c'est thé aux perles, en 24 heures. Voilà, on va suivre un petit peu ça, c'est assez amusant. Et puis, on quelques brèves à la suite de cette revue de presse. On commence avec des choses sérieuses et encore que Kengo Kuma a signé un nouveau bâtiment à Taïwan, un musée avec un grand jardin, avec son toit en bois torsadé qui fait office de jardin. C'est un nouveau musée à Taichung, dans le centre-ouest du pays, qui a été réalisé par le cabinet d'architecture Kengo Kuma et associés. Alors c'est niché au pied d'un gratte-ciel, nous dit un article de Dizen. Ce musée comprend 2 niveaux d'expo répartis entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Il est surmonté d'une toiture végétalisée qui descend jusqu'au niveau du sol à l'avant du bâtiment. Et donc c'est un clin d'œil à la Greenway Calligraphy, le parc public qui est juste à côté. Et donc le cabinet d'architecture explique que la majeure partie du musée a été enterrée afin de maintenir les avant-toits bas et d'atténuer l'impression d'oppression du bâtiment. Il faut savoir que la ville de Taichung est une ville qui a effectivement monté en hauteur avec des bâtiments au cours des dernières années. Et là, ici, on vient en contrebalancer avec un musée relativement bas en termes de hauteur, mais aussi avec cette toiture végétalisée qui est un petit peu l'événement dans le bâtiment. Autre élément mis en avant par le cabinet d'architecture, le fait que ce musée soit mis en connexion avec la Calligraphy Greenway, qui est un réseau, on va dire, naturel et d'espaces verts de la super métropole de Taichung. C'est une manière de relier le réseau d'espaces verts avec le développement privé. Et là, ici, ça se passe autour d'un musée d'art dans lequel il y aura des expositions temporaires qui vont s'alterner les unes après les autres. Et tout ça, à l'intérieur, si on parle un peu de structure, c'est une structure en acier avec des grandes baies vitrées aussi et une toiture qui, elle, est réalisée en bois. On a notamment des grandes persiennes en bois qui ornent l'avant-toit du bâtiment. Et le studio d'architecture a justement ajouté du lierre en surplomb pour essayer de brouiller la frontière entre les aspects de construction architecture et les espaces un peu plus naturels. Alors ce musée qui s'appelle le CMP Inspiration s'articule autour d'un escalier en colimaçon qui mène à un espace de détente sur le toit. Donc on peut y accéder directement depuis le niveau de la rue. C'est aussi ça qui est intéressant, ça se fait beaucoup en architecture aujourd'hui d'aller offrir comme ça l'accès au toit de manière assez récréative et amusante et sans avoir forcément besoin de rentrer dans différents espaces. Et donc pour ça, le cabinet d'architecture explique que c'est en créant un espace d'exposition organique qui va différer d'un cube blanc abstrait. Ils ont tenté d'immerger la nature dans la ville, à la fois en termes de paysage et d'expérience. C'est vrai qu'à Taïwan, il y a beaucoup de musées et on reproche parfois à des musées d'être juste des grands cubes blancs dans lesquels on vient mettre de l'art. Là, il y a une espèce d'architecture d'événements qui justifie aussi, comme ça se fait beaucoup dans d'autres musées à travers le monde, qui justifie aussi peut-être la venue pour venir voir un petit peu comment ça se passe sur place et puis pour les amoureux de l'architecture aussi. On va passer à un autre bâtiment, cette fois-ci présenté par MVRDV qui a dévoilé des plans pour un nouveau marché superposé à Taïwan. C'est donc le cabinet MVRDV est connu à Taïwan pour avoir proposé déjà un autre marché à Tainan qui n'est pas très très réussi, mais qui a par contre réussi toujours dans cette ville de Tainan la conversion d'un ancien centre commercial en espace public en forme de grand lagon qui vient ouvrir une ancienne verrue urbaine en plein cœur de ville et qui est devenu un magnifique espace public qui a fait beaucoup le tour du monde et qui était très médiatisé. Là, il propose un nouveau marché modulable composé de différents volumes superposés et ce serait à Jubei, à Taïwan. Là, on se trouve un peu plus au nord vers Hsinchu. Ça, c'est au nord-ouest du pays. Donc ce bâtiment qui est proposé est pensé comme une espèce d'interprétation moderne d'une place de marché traditionnelle, un bâtiment avec un agencement en gradin pour offrir une grande adaptabilité et s'adapter aux évolutions futures des futurs marchés, en tout cas
comme ça qu'essaye de vendre son marché le MVRDV. Alors il faut imaginer tout simplement un bâtiment avec des étages différents et des blocs qui permettent justement d'agencer un petit peu les différentes offres commerciales. Jusque-là, rien d'exceptionnel, mais en tout cas c'est très bien vendu de la part de MVRDV, toujours fort en communication. Et donc on a cette idée de marché qui est organisée à travers des cubes, c'est pour ça que ça s'appelle le Market Cube. Ça s'étend sur 8 étages avec à peu près 19 000 mètres carrés. Et il y aura 2 niveaux d'espace de marché de restauration, un espace d'exposition, une garderie, un centre pour enfants et une salle de spectacle sur le toit. Voilà, on condense un petit peu les services qui peuvent être offerts sur place afin d'en faire au-delà d'un marché, un lieu événement grâce justement à ces possibilités offertes à Taïwan de monter en hauteur et de condenser. Et puis c'est aussi souvent apprécié à la fois par la puissance publique mais aussi par les architectes de pouvoir comme ça mixer les services dans un même et unique bâtiment. Une des choses qui est mise en avant, c'est la capacité modulable, on va dire, des espaces qui peuvent être aménagés en pouvant modifier certaines cloisons, en ouvrir, en fermer certaines pour avoir des espaces qui vont rester fermés à différentes heures, d'autres qui au contraire vont être ouverts, et puis de pouvoir essayer de mixer, en tout cas sur le papier c'est vendu comme ça, des stands traditionnels avec des choses un peu plus contemporaines et peut-être on imagine... c'est pas marqué comme tel, mais pour des plus grandes marques, quand on propose justement de l'aménagement de certains blocs de cette manière-là. Et MVRDV a aussi révélé les plans du coup d'un centre commercial à étage à Chengdu et avait achevé un centre d'exposition surmonté d'un point de vue sur le port de Rotterdam. Donc voilà, MVRDV est toujours dans sa logique de vouloir proposer des édifices de ce genre. Et on peut rappeler aussi qu'il y a quelques mois, quelques années, le studio essayait de proposer 2 immenses tours à Taipei qui s'inscrivaient du coup sur d'anciens sites ferroviaires, en tout cas qui appartiennent à des projets qui avaient été annulés pour plusieurs raisons économiques, mais aussi d'un point de vue paysagère. On va passer sur une nouvelle relativement insolite et je trouve ça très amusant parce que ça parle beaucoup un peu de comment sont faites les villes taïwanaises. On a eu un défi du thé taïwanais pour le Guinness Book des records, le grand livre des records du monde. Il y a des amateurs de thé aux perles, le fameux bubble tea. Eh bien, il y a un couple qui a battu un record du monde à Taipei, à savoir le plus grand nombre de bubble tea en 24 heures. Eric and Jackie took up the challenge of setting up a new world record by visiting the most bubble tea shops in 12 hours. Alors ça a été suivi sur le Taipei Times, le magazine, et donc on les suit dans des petites vidéos, puis aussi dans un article, dans leur parcours qui a été savamment pensé pour essayer de faire le plus de bubble tea en 24 heures. Donc il faut imaginer que c'est quand même un grand périple dans Taipei, mais c'est aussi une belle petite consommation du thé relativement sucré. Je suis pas sûr que ce soit très très bon pour la santé, sachant qu'à chaque fois, pour garantir le record, il fallait qu'ils achètent une boisson dans chaque boutique de thé, consommer au moins 250 ml et ne se déplacer seulement à pied ou en transport en commun et obtenir la signature d'un vendeur. Donc ils sont partis le 26 mars, donc c'était il y a quelques semaines, et ils ont englouti comme ça des tisanes. Il y avait des témoins qui ont joué des rôles importants, ni amis ni parents, et du coup donc voilà, ils ont pu suivre du coup ce défi relativement fou. Alors, battre le record du monde n'était peut-être pas la chose la plus difficile, parce qu'il suffisait, on va dire entre guillemets, de ne visiter que 25 salons de thé, un peu plus d'un par heure, ce qui apparaît relativement faisable. Eh bien, ils ont approché de la 60aine, et du coup, ils ont battu le record. Il faut imaginer, dans les chiffres qui sont donnés par le Taipei Times, qu'ils ont parcouru, en tout cas pour l'un des deux, 18 000 pas, avalé plus de 5 litres de liquide, et passé une journée entière à arpenter les rues de Taipei. Et donc voilà, c'est relativement amusant de voir un défi lancé de la sorte. Petite info, je vous renvoie sur la page Facebook de RTI. On vous avait parlé d'un musée d'art, Kanhai à Pingtong, qui a confirmé récemment le retour d'une exposition qui avait cartonné l'année dernière, intitulée Temp Monster, les monstres prennent le relais, ou des monstres temporaires on peut imaginer. Et que cette exposition en fait met en vedette et en plein air, 9 installations artistiques. Et là où c'est particulier, c'est que c'est donc dehors, mais que ce sont des installations gonflables qui sont géantes. Ce sont des œuvres monumentales qui viennent s'installer dans la zone récréative de Luoshan, au port de Haikou, dans la municipalité de Zhejiang. Et c'est du 25 avril au 27 juillet, donc ça commence très bientôt.
C'est amusant, ça va cartonner sur Instagram, on peut quasiment en être sûr, avec plusieurs pépites, des œuvres qui ont été réalisées par exemple par des artistes japonais. Il y a un énorme chat, un énorme lapin, une grande balle, une fille et un chat, etc. Ou encore un canard livre ou un petit lutin du Nord. Alors ce genre de choses, eh bien ça cartonne toujours, notamment à Taïwan. Et puis voilà, c'est une belle animation, ça permet de faire aussi vivre les villes de manière relativement surprenante, mais toujours aussi amusante. On va terminer sur, non pas un article, mais un public communiqué, on va dire clairement une publicité qui a été mise dans Commonwealth Magazine. Vous savez, dans les médias, ça se fait beaucoup d'avoir des articles qui ressemblent un petit peu à des articles faits par la rédaction, mais c'est clairement des espaces publicitaires. Et là où c'est intéressant quand même d'en parler cette fois-ci, c'est que c'est une publicité pour découvrir des solutions flexibles et abordables pour concilier vie professionnelle et vie privée. Alors autant dire que c'est des nouvelles manières de vendre de l'espace pour travailler, effectivement. Clairement une espèce de vente d'espace de coworking. Alors je vous passe toute la partie de l'article publicitaire qui explique en quoi le travail hybride, c'est-à-dire travailler au bureau mais aussi on va dire chez soi ou dans du coworking, pour essayer de convaincre les entreprises à quel point c'est génial. Il faut savoir lire entre les lignes et ça commence plutôt vers la fin de l'article, les espaces intéressants. Où là on défend pourquoi il faudrait intégrer des pôles hybrides qui proposent des espaces de travail en commun pour vos salariés. Et là c'est intéressant, c'est le début qui explique alors que le travail hybride se généralise partout dans le monde, les entreprises traditionnelles doivent se transformer. Les postes de travail en open space disparaissent, remplacés par des espaces dédiés à la collaboration, créativité et convivialité. De plus, la surface immobilière diminue, les entreprises arrivant au terme de leur baux actuel et optant pour des espaces de travail plus performants mais plus petits. Alors ça c'est une manière gentille de dire que les entreprises ont peut-être moins d'argent qu'avant pour avoir des grands bureaux et qu'il faut trouver des espaces plus petits et que le grand open space est remplacé parfois par ce qu'on appelle du flex office, ce qui effectivement entraîne peut-être un dynamisme des employés, mais souvent est assez mal perçu, parce que ne plus avoir son bureau, parfois, c'est contre-productif. Et puis voilà, être obligé de réduire l'espace de travail, c'est aussi parce que l'immobilier coûte cher et qu'on invente d'autres principes. En tout cas, voilà, on vend cette fois-ci des espaces comme ça de coworking, quelque part sous-traités, plutôt que d'avoir des bureaux d'entreprise. Et donc, l'idée, c'est, ils insistent à quel point il faut bien choisir ces espaces comme ça pour le travail hybride, pour justement le bien-être des salariés. Et là où ils insistent, c'est que ça permet justement, si on mixe des entreprises différentes, plutôt que d'avoir chaque entreprise qui a son bureau, eh bien, dans ces espaces hybrides, on va mélanger des salariés d'entreprises différentes pour effectivement peut-être essayer de créer des opportunités de réseautage avec d'autres entreprises professionnelles, essayer d'avoir une émulsion entre personnes d'horizons relativement différents, mais qui pourraient collaborer ensemble avec ce qu'ils appellent l'essor de l'inclusivité, que les entreprises ne sont plus cantonnées donc justement à un seul lieu avec leur propre vivier de talents, mais vont essayer de s'élargir avec aller chercher des compétences un petit peu diverses. Disons aussi, côtoyer des freelances, c'est pas écrit dans l'article, mais on peut aussi supposer que ça permet d'avoir des gens, de sous-traiter à des personnes sans avoir à embaucher. Mais bon, vu qu'on connaît quelqu'un du coworking qui, lui, est indépendant, c'est pratique aussi de passer par lui sans envie d'embaucher quelqu'un. Et alors là, il y a aussi une chose intéressante, ils expliquent que d'ici 2031, plus de 25% des actifs auront plus de 55 ans, et que nombre d'entre eux, selon leurs études, choisiront de retarder leur départ à la retraite. Alors, j'imagine que ça dépend des pays, cette volonté de retarder le départ à la retraite pour travailler le plus longtemps possible. Ça, à mon avis, c'est un débat qu'on pourrait avoir avec les auteurs de l'article. Je vous passe aussi tout ce qui est développement durable, réduction du nombre d'espaces de mètres carrés de bureaux, etc. Mais une chose sur laquelle ils insistent aussi, c'est un avantage pour les familles, en disant que si on réduit les temps de trajet et qu'on permet aux salariés de travailler plus proche de chez eux sans devoir faire beaucoup de temps dans les transports pour aller au bureau, eh bien, c'est plus pratique pour les parents. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'ouvrir le débat, puisqu'à Taïwan, c'est un sujet relativement grave, on va dire, la question de la démographie, et que ça ouvre au moins les débats et les échanges sur quelles conditions de travail on veut offrir aux salariés pour leur permettre d'envisager d'avoir des vies de famille. En tout cas, on arrive au terme de l'émission. C'était Clément Tricot, vous écoutiez La Villa en pratique, c'était une revue de presse. Moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.